que je tenais à vous donner un petit bonus pour ce cours de RC. Voilà, je m'inquiète parce que je ne vous vois pas dans les amphis, j'ai pas vos réactions. Je vous en parlais l'autre fois pendant notre Teams commun. Et voilà, ça m'inquiète. Donc j'avais envie de vous donner quelques précisions en fait sur les types d'études qu'on a déjà nommées et vues la dernière fois, à savoir les études documentaires, les études qualitatives et quantitatives, de sorte de pouvoir un petit peu approfondir et surtout, j'espère, éclaircir leurs utilités, parce qu'elles sont spécifiques, et leurs distinctions, donc ce qui permet de les différencier les unes des autres, parce que leur spécificité ne vient pas de nulle part, elle s'exprime autant dans la méthode que dans les résultats. Mais bref. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous donner une petite vidéo bonus. Cela ne signifie pas que ce n'est pas matière à l'examen, le fait que ce soit bonus. C'est juste pour maximiser votre compréhension, parce que je m'inquiète de ces nouvelles conditions d'enseignement. Voilà, donc je vous ai pondu un petit diapo, et puis évidemment je voulais commenter parce que je suis sûr que vous m'auriez envie d'entendre ma douce voix de chez vous. Donc voilà, ne me remerciez pas, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je sais que vous aussi vous êtes ravis. Inutile de m'écrire pour me remercier. Je sais que ça vient du fond du cœur, vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Bon, plus sérieusement, on va revenir donc tour à tour sur l'étude documentaire, l'étude qualitative et l'étude quantitative. Donc s'agissant de l'étude documentaire, pour reprendre une paraphrase, enfin pour paraphraser Shakespeare, faire une étude ou pas faire d'étude, telle est la question. L'étude documentaire, elle ne sert vraiment qu'à définir si une étude peut être utile et éventuellement sur quoi, plus spécifiquement, elle doit porter. Et c'est une question qui est importante parce qu'on ne fait pas des études comme ça pour le plaisir, on ne se lance pas dans ce genre de choses, d'autant plus que faire une étude, c'est payer une étude. Et même si vous le faites avec des ressources internes à l'entreprise, si par exemple vous aviez un chargé d'études en interne, ce qui arrive souvent dans les grands groupes, même là, de toute façon, vous le payez à travers le salaire de la personne, le temps qu'il mobilise pour se faire, et éventuellement si par exemple il interroge d'autres collaborateurs, s'agissant par exemple d'une étude qui porterait sur la formation de vos vendeurs, eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi du temps mobilisé des vendeurs, et tout ça, en fait, c'est du salaire, et vous le payez donc plus ou moins directement, mais bref, vous le payez toujours, que ce soit avec un organisme externe ou en interne. Donc bref, les études documentaires visent en fait à sous-peser l'idée en premier lieu, donc c'est en quelque sorte une préétude, on pourrait dire, à sous-peser l'idée qu'on soit vraiment dans la nécessité, dans l'intérêt de faire une étude, et si oui, sur quoi, peut-être plus spécifiquement, elle doit porter. Alors on peut prendre un exemple un peu bébête, complètement fictif. On peut imaginer par exemple que vous gérez une importante société de matériel hi-fi, bon, peu importe, un truc haut de gamme pour des mélomanes exigeants. Et puis, imaginez que depuis quelques temps, donc voilà, vous portiez très bien, mettons Sony à une certaine époque, et puis d'un coup, vous voyez vos parts de marché s'éroder, et le chiffre d'affaires, donc ce faisant, stagne. Alors du coup, vous pourriez demander à votre responsable marketing, tiens, tu veux pas me faire une petite étude, comme ça je vais découvrir les causes de cette situation. Donc évidemment, posé comme ça, vous vous rendez bien compte que le problème n'est pas directement soluble, hein. On ne peut pas directement orienter les futures investigations. Donc pour répondre à ce type de questions, en fait, il faut un faisceau de réponses possibles, donc qui vont constituer des hypothèses de travail, donc autant de sujets potentiels d'études. Donc c'est-à-dire, pour le dire de manière plus terre à terre, est-ce que c'est la qualité potentiellement qu'on devrait étudier parce qu'elle détourne les clients de nos produits? Est-ce que c'est plutôt nos points de vente qui sont plus adaptés aux habitudes de consommation? Est-ce que c'est plutôt la publicité qu'on fait qui est devenue inaccessible à nos cibles? Bref, vous voyez, là déjà, on commence à cibler. Il est impossible dans une étude de tout faire. Déjà, ça serait trop cher, ça prendrait trop de temps. Et en plus, dites-vous bien que pour des répondants à une étude, plus une étude est longue, moins de gens ont envie de la terminer. Et si en plus vous commencez à payer les répondants, ça devient très compliqué. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, les études doivent être concises aussi bien dans leurs objectifs, d'objets d'études, donc ce que je viens de vous citer, que dans leur longueur pour les répondants. On pourrait par exemple imaginer aussi, je ne sais pas, dans le secteur des grandes surfaces spécialisées, vous voyez aussi vos ventes baisser, et puis vous avez votre DG, vous êtes toujours le respo marketing, qui considère que les méventes actuelles sur la période estivale, donc là on sort de l'été, elles sont dues au fait que vous avez un prix trop élevé par rapport à la concurrence. Donc direct, le mec, ni une ni deux, il y va et il va voir le Crédoc par exemple, ou il va voir LSA, donc c'est des boîtes d'études, et puis il demande à faire une étude de relevé de prix, tout simplement, donc pour voir si les prix
les prix des concurrents, excusez-moi, je cherchais le mot, les prix des concurrents, en fait, sont, conformément à son impression, moins élevés que les prix qu'il pratique, puisqu'il pense que c'est ça qui fait qu'il y a moins de clients ces derniers temps. Donc là, vous voyez, il part bille en tête sur un objet. Et si les résultats de l'étude sont que les prix pratiqués par les principaux concurrents sont à peu près les mêmes, là, vous voyez, on a vraiment fait une erreur dans la conception de l'objet d'étude. Donc en gros, on a choisi d'étudier la même chose. Une petite étude documentaire sur la moyenne des prix pratiqués, par exemple, vous trouvez ça ne serait-ce que sur l'INSEE ou sur le Credoc de certaines gammes de produits, vous permettrait de savoir que ce n'est pas nécessairement ça le problème. Donc, ça se trouve, le problème vient de la qualité, vient d'un changement urbain. Donc, par exemple, des centres d'habitation se sont déplacés et avant, son commerce qui était de proximité ne l'est plus, etc., etc. Donc voilà. Tout ça pour souligner, hein, là c'est des exemples fictifs, pour souligner l'importance en fait d'avoir un bon objet d'étude et de procéder à une étude documentaire, une étude préparatoire avant véritablement d'en payer. Voilà. Donc, on a vraiment les deux cas typiques. L'objectif de l'étude est mal défini, donc ça, c'est utile d'avoir une étude documentaire pour s'en assurer. Mais on peut aussi avoir des cas, alors ça c'est plus intéressant, on peut aussi avoir des cas où on a du succès sans étude préalable. D'ailleurs, sachez-le, pour reprendre un homme qui n'est pas très connu, Steve Jobs détestait les études et il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il se refusait à payer des études marketing qui portaient sur les préférences des consommateurs, leur habituation à telle ou telle nouvelle technologie, etc. etc. Et pour ce faire, d'ailleurs, il avait une phrase très célèbre qui n'est pas de lui, qu'il reprenait de Henry Ford. Henry Ford qui aurait répondu, donc on est dans la deuxième révolution industrielle et c'est celui qui a massifié la consommation de voitures au monde avec la fameuse forme T, donc à l'époque produit complètement standardisé. Il y a un modèle de voiture en une couleur, les options n'existent pas. Là, on est vraiment... Mais à l'époque, quasiment personne n'a de voiture aussi. Et donc en fait, en produisant de manière aussi standardisée, il défonce le prix de vente des voitures, donc il écrase la concurrence par les coûts. Vraiment une stratégie de domination par les coûts. Il y arrive en plus, le coquin. Donc du coup, il devient extrêmement riche. Bon, ça c'est pas mal, ça peut être pratique, sait-on jamais. Enfin, chacun en jugera. Et puis, du coup, il aurait demandé à cette occasion, parce qu'à l'époque on se déplaçait plutôt à cheval, en charrette, et donc Henry Ford aurait déclaré: si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval plus rapide. Donc c'est pour souligner l'idée, donc pour poursuivre dans la veine de l'exemple que je vous donnais, Steve Jobs qui refusait de faire des études, que les études ne résolvent partout. Vous allez vous dire, est-ce qu'il est en train de détruire sa matière? Depuis le début, il nous dit le RC, c'est les études, c'est hyper important, vous allez voir, on va avoir plein de techniques, et puis là, finalement, il nous dit que ça sert à que dalle. Je vous invite juste, ce faisant, j'ai pas dit ça, je vous invite juste, ce faisant, à avoir un esprit de nuance et de critique. Et donc, les études ne sont en aucun cas une solution à tout, comme par exemple des sondages dans le milieu politique qui parfois s'avèrent très décevants en termes de résultats, comme par exemple, on peut reprendre le choc à l'élection présidentielle de 2002, de mémoire si je ne me trompe pas, où les sondages prévoyaient que ce soit Jospin contre Chirac, et puis finalement ça a été Monsieur Le Pen père. Voilà, donc les études peuvent entraîner des biais, elles ont des défauts, notamment quand elles sont mal conçues méthodologiquement. On reparlera des éléments de fiabilité et de validité plus loin dans le cours, mais bref, sachez-le d'emblée. Et en outre, là, c'est une autre limite qui est pointée avec cet exemple de Steve Jobs et de Henry Ford, c'est le fait que sur des produits très très novateurs, en fait, qui résultent d'innovations de rupture, donc des produits en fait qui n'existent pas déjà sur le marché, on peut difficilement faire une étude prospective chez les consommateurs pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent même pas encore véritablement ce que pourrait être l'utilisation de ce produit puisqu'il n'existe pas. Donc effectivement, il y a quelques domaines où les études sont inutiles. Et voilà, loin de moi l'idée de vous penser que je suis un ayatollah total, un fervent défenseur effréné, voire un fondamentaliste de l'étude. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et on connaît quand même derrière le succès qu'a eu Steve Jobs, quoi qu'il soit parfois à relativiser, c'est pour ça que là je vous marquais parfois le réel vous rattrape. J'aimerais vous donner deux exemples d'insuccès commerciaux qu'a rencontré Steve Jobs quand il dirigeait Apple, notamment avec l'Apple III et le Newton, donc qui est un peu l'ancêtre de l'iPad. Alors l'Apple III, c'est quand même le plus drôle des deux. Donc Steve Jobs, Apple, sous l'égide de Steve Jobs, le lance en 1980. Après le succès de l'Apple II, donc c'est des ordinateurs. Et l'Apple III s'adressait à une clientèle professionnelle. Et en fait, il a disparu du marché, l'Apple III, très rapidement, en 4 ans, essentiellement à cause de problèmes de surchauffe. Alors pourquoi il surchauffait? C'est là que ça devient, moi je trouve ça cocasse quand même, voire croquignolesque, comme dirait Macron.
En fait, Steve Jobs détestait le bruit du ventilateur qu'ils avaient mis dans l'ordinateur, dans l'Apple III. Hein, il détestait ce bruit, il trouvait ça affreux pour les consommateurs, et donc il n'a absolument pas fait d'études sur les conditions réelles d'utilisation, et donc il y avait des bureaux qui étaient surchauffés, il y avait des moments où c'était testé en été, donc un peu moins bien que dans les labos de Apple, et donc du coup, en fait, l'ordinateur surchauffait et cramait. Oui, oui, il cramait. Donc voilà, une erreur de conception qui coûte quand même très très cher. Et en plus, ils se sont aperçus par la suite que les ventilateurs, la nuisance qui était due au bruit, elle était malgré tout très faible et que quand les utilisateurs le faisaient, parce qu'après ils ont fait une petite étude quand même sur des produits similaires, pas Apple, mais il y a eu des études à cette époque-là qui ont été portées notamment par McKinsey, et donc ils se sont aperçus en fait que ça gênait absolument pas l'utilisation au sens où les utilisateurs ne rapportaient même pas un problème de bruit après plusieurs heures d'utilisation. Donc vous voyez, quand même là ça aurait pu être utile de demander après test et observation à des utilisateurs potentiels ce qu'ils en avaient pensé. Donc là, une étude aurait pu leur sauver la mise. Mais bon, hein, vu le succès qu'ils ont eu, on va rester relatif dans notre critique et très nuancé. Oui, soyons modestes. Le Newton, deuxième exemple, alors qui est peut-être pas aussi puissant, là, c'est plus en fait sur les possibilités d'utilisation du marché et le fait qu'il soit prêt. Mais alors, on frise l'innovation de rupture. Bah, c'est une innovation de rupture qui était trop en avance sur son temps. Donc, la critique est plus ténue, mais bref. Donc c'est un ancêtre du Palm, donc un ordinateur de poche, un organisateur de poche. On est à mi-chemin entre le smartphone et l'iPad. C'est un peu ce que deviendra l'iPad, hein, vraiment. Et donc ce produit est sorti en 1993 et il était donc très 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 en avance sur son temps. En plus de ça, il souffrait de problèmes techniques importants, notamment la difficulté à reproduire l'écriture manuelle. Et on n'avait pas encore inventé, vous savez, le clavier, là, le fameux clavier au doigt avec les pouces, comme un ordinateur sur lequel vous écrivez, a été développé par Apple. Il a été développé presque 10 ans plus tard. Donc à l'époque, voilà, on avait ces limitations techniques d'une part, le fait qu'il y ait un prix exorbitant et que le marché n'était pas prêt. Et voilà, là, typiquement, des tests auprès d'un panel de consommateurs auraient permis de mettre ces limites en exergue avant même une commercialisation. Or, ils ne l'ont pas fait, et donc, il a été retiré du marché 6 ans plus tard, après avoir entraîné un déficit pour l'entreprise. Voilà, pour les deux exemples, un peu à contre-courant, comparativement à l'image très positive et successful de Apple qu'on peut avoir et qui nous est habituellement relayée, classiquement. En même temps, demandez-vous quand est-ce qu'une entreprise présente ses échecs, et vous aurez peut-être des éléments de réponse à pourquoi on n'entend jamais parler de ce genre de choses, ni pour Apple, ni pour d'autres entreprises, évidemment. Alors ensuite, passons maintenant véritablement aux études qualitatives et quantitatives et intéressons-nous à leurs différences. Alors je vais vous parler d'un exemple d'étude qui a été réalisée. Donc c'est un exemple tiré de la firme Nivea que vous connaissez tous et peut-être même connaissez-vous la gamme de produits qui s'appelle Invisible for Black and White. Oui, je sais, je suis doué avec les langues. Mais donc c'est un antitranspirant qu'ils ont développé en fait et qui se voulait être une solution innovante aux besoins des consommateurs, hommes ou femmes, et qui était longtemps non résolu. Alors en fait, ce produit, il a été sorti en 2011 en Allemagne, et il évite les taches jaunâtres sur les vêtements blancs et les auréoles blanches sur les vêtements noirs dues à une transpiration excessive. Bon, maintenant je sais, vous êtes habitué à ça, mais à l'époque, c'était une petite révolution, bon là par itération, incrémentale, hein, pas de rupture, mais quand même une petite innovation sympatoche dans le monde des antitranspirants, sujet sexy, n'est-ce pas? Et je suis sûr que vous transpirez à grosses gouttes derrière votre écran, donc pensez-y. En fait, il faut savoir que ce produit, il n'est pas sorti de la tête d'un ingénieur ou d'un responsable marketing de chez Nivea. En fait, il a été coproduit, co-créé avec les consommateurs, donc via en fait un appel à concours de la marque Nivea, qui a été géré par une entreprise qui s'appelle Hive, H-I-V-E, vous pouvez retrouver les données en ligne d'ailleurs, et donc qui est un institut d'études spécialisé. Voilà, donc comme quoi ça sert à quelque chose quand même de temps en temps. Donc en fait ils ont demandé aux gens quel type de produits ils aimeraient pouvoir utiliser, parmi ceux qu'ils utilisent déjà dans la gamme Nivea, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir ajouter, comment ils l'utilisent, ils les ont observés en conditions réelles, et puis en fait ils ont demandé aux gens de produire leurs propres idées, voilà, de nouveaux produits. Donc ainsi, ils ont recueilli 700 idées et solutions pour résoudre les problèmes de transpiration, et les suggestions les plus intéressantes ont fait l'objet d'un développement en R&D, puis ensuite ont été commercialisées, et en a résulté un véritable succès commercial qui a d'ailleurs été copié par tous les concurrents, et aujourd'hui, l'extrême majorité des DO donc, dispose de cette spécificité de ne plus déposer de tâches. Donc vous voyez quand même, petit succès.
Donc là, ils ont fait une étude et ils ont co-créé le produit avec les consommateurs. Donc là, j'ai envie de vous demander, hein, je vais vous laisser un petit instant pour réfléchir, peut-être pouvez-vous mettre en pause juste après que je pose la question que vous voyez déjà ici. Est-ce qu'on est face à une étude qualitative ou quantitative? Repensez à ce qu'on s'est dit au dernier cours, pardon. Qualitatif, ça va être plutôt des données discursives et on répond à quoi? Le quantitatif, on répond à combien et c'est plutôt des données chiffrées. Donc là, vous pourriez me dire, ouais, bah, il y a eu 700 idées, c'est de la donnée chiffrée, c'est du quanti. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que les années précédentes, en général, quand je posais cette question en amphi, quand j'avais le plaisir et le loisir de le faire, tout le monde me disait quanti, monsieur, quanti, monsieur, quanti, monsieur. Eh bien non, c'est pas du quanti. Pourquoi c'est pas du quanti? Déjà, on a des données qui sont de nature discursive, si vous y pensez bien, même si on a 700 idées. Comment sont exprimées ces idées? Elles sont exprimées avec des mots. Et vous savez qu'on peut exprimer une même idée avec beaucoup de constructions de phrases et de mots différents. C'est ce qu'on appelle des synonymes. Et outre les synonymes, on peut en plus construire sa phrase différemment. Et on va avoir de la difficulté à juste considérer un mot. Par exemple, certains pourraient dire problème de sudation, d'autres problème de transpiration, d'autres quand je reviens du sport, etc., etc. Donc vous voyez là, il faut un filtre interprétatif supérieur qui va nécessiter un humain, et ce sont donc des données de nature discursive. En outre, on ne répond pas tant à la question du combien. La question, c'est pas combien on veut de nouvelles idées, c'est plutôt le quoi. C'est quoi la future bonne idée qu'on va commercialiser? Donc là, on est typiquement face à une étude qualitatives. Elles sont rares, elles sont très très rares hein, comparativement à leurs consoeurs, les études quantitatives. Hein, on fait beaucoup plus de dénombrement, c'est plus facile, puis on vit un peu dans un paradigme où si c'est pas chiffré, c'est de la merde. Voilà, hein, ton avis, on s'en fout. Bon, évidemment, je suis trivial et j'exagère, mais désolé pour le propos caricatural, mais je pense que vous voyez l'idée. Ça s'entend beaucoup dans la sphère journalistique, dans la sphère médiatique, globalement, ou dans la sphère politique, et il en va de même globalement dans la sphère marketing et commerciale. Et donc, si c'est pas chiffré, on va considérer que c'est pas forcément une information exploitable, qui n'est pas objective. Et là, vous voyez, c'est vraiment un contre-exemple qui est extrêmement intéressant. Donc bref, on va être plutôt dans le domaine des études qualitatives ici avec cet exemple de Nivea. Et en outre, c'est vraiment un succès commercial. Et là, pour une fois, c'est pas un exemple fictif. Je me suis dit que vous cherchez des véritables exemples, vous intéresserez peut-être un peu plus, je l'espère. Voilà. Donc ensuite, continuons. Alors je vais vous donner un second exemple, c'est l'exemple de Nike Plus. Alors Nike Plus, je ne sais pas si déjà certains d'entre vous l'ont utilisé. Ou ont utilisé par exemple une application qui s'appelait Runtastic, qui maintenant s'appelle Adidas Running, donc c'est un peu la même gamme d'applications. Donc en 2006, Nike en fait lance son application avec sa nouvelle chaussure connectée Nike Plus. Ils sont en partenariat avec Apple et en fait ce produit, les chaussures, elles intègrent un capteur intelligent qui est inséré dans la chaussure et qui est capable en fait de communiquer avec le récepteur Apple. Et le capteur se faisant, va enregistrer la durée de la course, le nombre de kilomètres parcourus et toutes les autres informations. Grâce à l'iPhone aussi, on va savoir où la personne elle est. On va savoir le temps qu'il fait, etc., 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 etc. Et donc, dans le même temps, Nike a développé une plateforme interactive sur Internet où les membres, en fait, ils peuvent télécharger leurs données personnelles. Donc, c'est-à-dire les objectifs qu'ils se donnent de course, les programmes qu'ils adoptent, les distances parcourues, la durée, le nombre de calories qu'ils brûlent, etc., etc., etc. Tout ce qui se rapporte au monde du running, voilà, du footing, bande de bus. C'est une réplique de film. Et donc, les applications dérivées de Google Maps, elles permettent de tracer les parcours, de visualiser les parcours et de les diffuser entre utilisateurs, pardon. Et donc en fait, ce faisant, Nike, ils ont développé comme l'équivalent de la plus belle étude en temps réel du monde. C'est-à-dire que dès qu'un utilisateur au moins s'inscrivait sur la plateforme, le forum en ligne, voire cumulé avec ses chaussures connectées, l'intérêt pour lui, c'était de bénéficier de la communauté, d'avoir les conseils des autres membres, de voir les programmes des autres, etc. C'était d'avoir des informations encore plus fines et fiables sur ces données de course et de sport, évidemment. Mais pour Nike, en fait, ça veut dire que tous les utilisateurs présents lui fournissaient des données en temps réel sur les conditions d'utilisation, les préférences. Et donc, en fait, c'est quasiment une étude de marché constante en temps réel auprès d'une population extrêmement large. Hein, aussi large que le nombre de gens qui voudront bien s'inscrire ou acheter des chaussures connectées. C'est donc, du point de vue des ERC, un coup de maître absolument génialissime. Voilà. Donc, ça contente les consommateurs, ça améliore l'image de l'entreprise et en plus, ça nous donne l'équivalent d'une étude de marché quasi parfaite, constante. C'est vraiment c'est le summum du succès. Et donc, du coup, il faut quand même savoir hein,
que grâce à ça, ils ont pu être à l'affût des nouvelles tendances, connaître les préférences des consommateurs et leurs évolutions et de manière extrêmement fine, et ainsi concevoir des produits plus adaptés. Donc l'application, elle a été en 2006. Je vous donne quelques chiffres. En 2007, Nike captait 57% du marché américain de la chaussure de course. D'accord ? 57% en 2007. Ils en captaient que 47% en 2006, plus 10% en un an en introduisant cette appli. En 2009, la part de marché, elle atteignait 67%. Imaginez le truc. Plus 20% de part de marché sur un pays comme les États-Unis, de 336 millions de consommateurs. Je vous laisse imaginer les boulasses que ça suppose. Avec quoi ? Avec une application qui récolte des données. Pas mal quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sacré coup de maître. Donc, juste pour vous dire que cette tendance se poursuit et que les données produites à travers les études de plus en plus nombreuses, complexes, mais traitées par voie d'algorithme, donc ça c'est pas forcément gênant, sont une nouvelle mine d'or, un nouvel Eldorado. D'ailleurs, en témoigne le rachat de Runtastic, donc c'est une application qui avait été développée par des ingénieurs de Polytech, par des Français, Cocorico, donc par des Français, qui a été rachetée par Adidas, et elle a été rachetée pour je sais plus combien. Je vais vous mettre, j'ai trouvé l'article, je vais le mettre sur Célène. Alors je l'ai plus en mémoire, là, je crois bien que c'est 3 millions. Enfin bon, j'ai pas envie de dire une bêtise. Allez voir, de toute façon c'est une brève de LSA, je vous l'ai dit, LSA c'est un site et une revue spécialisée dans les données de consommation et les tendances. Et donc du coup, pour vous dire que le mouvement continue, puisque ça c'était l'année dernière, tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment d'une extrême importance, et c'est une manière pour moi de vous le souligner, avec des exemples très concrets, et quand vous voyez plus 20% de part de marché en 2 ans pour Nike, c'est quand même très 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 significatif. Si un jour vous lancez votre boîte, j'espère que vous réussirez à avoir des augmentations de plus 20% de part de marché à l'échelle d'un pays comme les États-Unis en 2 ans. Bonne chance les mecs, et mesdemoiselles, pardon. Je ne fais pas de sexisme, enfin je voudrais pas en tout cas. Donc bref. Voilà, tout ça pour vous souligner que c'est d'une extrême importance. Et par contre, là, on peut en profiter pour reposer la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que cet exemple de plateforme Nike Plus avec chaussures connectées, on est dans le domaine des études qualitatives ou quantitatives? Je vous laisse réfléchir. Essayez de trouver la réponse, faites pas les parutions intellectuelles. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Pourquoi ? Évidemment, on a des données quantitatives, on a vraiment des données chiffrées, on va avoir les durées de course, le nombre de calories brûlées, etc., 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 le nombre de fois où il court par semaine, On va avoir le poids de la personne, on va avoir la température qu'il faisait dehors, tout ça c'est du quanti, c'est des données chiffrées, c'est combien de fois il y va et dans quelles conditions paramétrées mathématiquement, si je puis dire. Mais on a aussi énormément d'informations qualitatives. Il y a les forums d'échange, les gens expriment leur goût. Avec Nike Plus, vous enregistrez aussi la musique qu'écoutent les gens. Vous voyez dans quel cadre il court. Et ça, c'est des données qui sont de nature qualitative. Et donc, on a énormément d'informations complémentaires et cumuler les deux, c'est la véritable mine d'or. Vous êtes en capacité de proposer des chaussures, des programmes et des circuits de course avec des playlists qui collent véritablement au goût des consommateurs, puisqu'en fait, vous avez construit ces données sur vos propres clients qui vous les ont gentiment données. C'est quand même magistral. Enfin bon, bref, je suis peut-être un peu trop béat devant ça, mais franchement, c'est quand même dingue. Donc tout ça pour dire, à travers ces exemples, et notamment le dernier de Nike+, que une bonne étude commerciale, alors là, c'est l'étude la plus parfaite qu'on puisse imaginer, mais elle va constituer un véritable avantage concurrentiel, hein, les parts de marché en témoignent, puisqu'elle va créer en fait une information qui va être unique, qui va être fiable, qui va être pertinente, et qui, utilisée au bon moment, permet à une entreprise en fait une bien meilleure adéquation entre les attentes et les désirs des consommateurs et ses produits et services associés, aux dépens évidemment de la concurrence, et entraînant évidemment des succès commerciaux assez malades mentaux. Pour autant, évidemment, hein, je vous l'ai dit, les études, c'est pas cadeau, et des fois, ça peut être source d'erreurs, d'approximations, et quand une étude, elle souffre de différents défauts, elle peut s'avérer inutile, voire contre-productive, si les informations obtenues, en fait, sont pas pertinentes ou mal exploitées, et ça peut véritablement conduire à un échec commercial. Donc, c'est pas non plus un blanc-seing, et c'est pas non plus une solution de facilité. Une bonne étude permet de créer un avantage concurrentiel, et une mauvaise étude peut carrément vous mener à l'échec commercial. Voilà. Donc, les limites des études, là j'ai commencé à les esquisser. Bon, les hypothèses de validité, on y reviendra plus tard dans le cours, mais sachez qu'elles existent. La validité d'un résultat, pour le dire très vite, c'est imaginez une étude qui est mal construite, un coup vous mesurez un truc, un coup vous mesurez la même chose 2 mois plus tard, ça ne vous donne pas les mêmes résultats, c'est pas normal. Un exemple tout simple, imaginez une balance. Vous n'avez pas pris de poids. Vous vous pesez le lundi, vous pesez 66 kg. Vous vous pesez le mardi, vous en pesez 54. Aucune validité dans le résultat produit.
Mauvaise conception de la balance. Bah, c'est pareil pour une étude. Et là, vous ne pouvez rien faire de l'information. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Mais on y reviendra plus en détail. Ensuite, il faut quand même noter que le comportement du consommateur est extrêmement complexe. Donc, il est impossible de tout connaître en la matière. Il faut se garder de toute conclusion hâtive ou définitive en la matière. Hein, on obtient des indications qui peuvent guider l'action, mais jamais des vérités absolues. Donc, il faut se prémunir du sentiment d'omniscience qui peut naître de beaucoup de données et d'études qui nous paraissent fiables. Hein, par exemple, la marque Citroën est préférée à la marque Renault, qui est elle-même préférée à la marque Peugeot. Ça ne veut pas dire qu'un concessionnaire doit vendre que des Citroën. Et si c'est juste un établissement de préférence, vous ne savez même pas dans quelle proportion. Donc comment voulez-vous construire une gamme de produits? Par exemple, est-ce que je mets 40% de Citroën dans mon parc et 30 de Peugeot et 30 de Renault? Je ne sais plus ce que j'avais dit comme marque. Donc voilà, la fiabilité et la précision de la donnée va énormément influer sur les décisions que vous pouvez prendre. Au-delà du fait que vous voyez qu'il y a une préférence à ce moment-là, la préférence de la marque ne vous renseigne pas pourquoi. Quand bien même vous connaîtriez sa proportion. À 75%, les gens préfèrent Citroën. Mais pourquoi? Vous ne savez toujours pas, là en l'occurrence, en prenant cet exemple. Donc voilà, il faut vraiment s'en tenir à ces données et ne pas les surinterpréter. Et ça, c'est vraiment une limite. En outre, la complexité, le comportement du consommateur est extrêmement complexe, il est multivarié, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment un problème qu'on retrouve tout le temps dans les sciences humaines et sociales. Pourquoi un individu fait ça à tel moment, hein? Sinon, la psychologie, ça serait une science parfaite et on saurait tout le temps ce que les gens vont faire. Or, en vérité, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, dans la famille, avec vos amis, personne n'est en capacité de prévoir exactement ce que les gens vont faire et comment ils vont agir, que ce soit leurs attitudes ou leurs comportements. Donc, méfiance, on a toujours une incertitude très forte. Cependant, les études peuvent réduire cette incertitude sans la supprimer totalement. Voilà. Donc, c'est les éléments les plus saillants que je voulais vous souligner aujourd'hui. J'aimerais vous nommer un dernier point pour cette rapide vidéo. Enfin, rapide, j'en sais rien, j'ai pas mesuré le temps. J'espère que pour une fois, je vais réussir à faire une demi-heure. Je me l'étais promis. Je vous l'avais promis. On verra si je suis à la hauteur de mes propres promesses. Et puis, sinon, hein, je vais paraphraser un politicien français qui a dit que les promesses n'engageaient que ceux qui y croyaient. Donc, j'espère que vous ne m'avez pas cru. Mais moi, je me suis cru, en tout cas. Donc, je voulais revenir sur une donnée qui est quand même intéressante à noter, s'agissant de la formulation du problème. Je vous le disais en préambule de cette vidéo et je vous l'ai répété à plusieurs occasions. Quand on définit mal ce qu'on veut étudier, on se plante. Eh bien, dans les années 90, Danone a fait un audit de ses commandites d'études. Donc, en gros, ils avaient commandé sur la décennie précédente, c'était combien de mémoire? Attendez, je l'ai noté quelque part. Boum, boum, boum. 88 études, pardon. Donc, en gros, sur les années 80-90, ils avaient payé 88 études pour un budget qui allait à plusieurs millions d'euros. Donc, on parle quand même de pépettes significatives. Hein. Si ça finit sur notre compte, je pense qu'on vit tous très bien. Eh bien, ils se sont rendus compte que la mauvaise qualité de la formulation du problème avait entraîné en fait, un échec de ces études à hauteur de 20% des cas. Donc 20% des études étaient bonnes achetées à la poubelle en termes de résultats parce qu'ils avaient mal formulé le problème. Donc, et puis quand même, Danone, une entreprise un minimum sérieuse, pour des pertes de plusieurs millions, c'est quand même significatif pour souligner une nouvelle fois, mais on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, l'importance de bien formuler son problème. J'en termine ainsi, j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous aurez quand même quelques questions, que j'ai été clair ou pas, imaginons pour approfondir. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je suis un peu un malade en la matière et moi, je trouve ça absolument passionnant, ces questions-là, puisque finalement, en fait, c'est faire de la science et que je n'aspire qu'à ça. Et donc, ce sont des méthodes scientifiques qui sous-tendent les études, qu'elles soient qualitatives, quantitatives. Et l'application opérationnelle qu'on en fait dans le domaine commercial et marketing est en fait issue des recherches. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec la première vidéo. Et donc, moi, je trouve ça absolument passionnant. Peut-être que je suis un peu trop foufou et excité de la courgette pour vous sur le sujet, mais sachez qu'en tout cas, j'ai du plaisir à partager cette passion, donc si vous voulez aller plus loin, que vous avez des questions, surtout ne vous gênez pas, ça me fera plaisir. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. C'est vrai